1981, dans l'Aisne, un jeune mécanicien jaloux tente de fusiller sa femme, qui s'enfuit. Le mari retourne alors sa colère sur tout ce qui reste à portée de sa main. Ses 3 petites filles, Maïté, 5 ans, Valérie, 4 ans et Marjorie, 1 an, qu'il abat une à une. Il retourne l'arme contre lui et se rate. 1999, dans l'Oise. Comme à chaque fois en pareil cas, personne dans le village de Velaine n'a vu venir le drame. Un agriculteur tue sa femme dans la rue, puis sa fille de 6 ans, et se suicide. Des homicides suivis de suicides au sein de familles picardes, nous en avons référencé une quinzaine en 20 ans. Est-ce plus qu'avant? Aucune statistique n'existe. Plus qu'ailleurs, c'est possible. Notre région est particulièrement touchée par le suicide. Et l'alcoolisme. L'alcool qui fonctionne comme un désinhibiteur, qui va lever l'inhibition et favoriser le passage à l'acte. Et puis la présence d'une arme à feu. On sait que statistiquement, la proximité, la présence physique et matérielle d'une arme à feu augmente le risque de son usage, son utilisation, et le plus souvent contre soi. En fin de matinée, à la gare de Noyon, un fonctionnaire de police a tué par balle 2 de ses enfants et sa femme qui souhaitait le quitter avant de retourner l'arme contre lui. À Noyon, c'était un policier. Chez les gendarmes aussi, la disposition d'une arme à feu peut accélérer le passage à l'acte, comme pour les chasseurs, nombreux en Picardie. Des facteurs de risque donc, mais certains drames se nouent sans alcool ni arme à feu. En 2000, à Abbeville, une jeune maman tue ses petits au couteau avant de planter l'arme contre elle-même avec acharnement. Hélène, poignardée de plus de 80 coups de couteau, vit toujours, mais ses 2 enfants, Mégane, 7 ans, Logan, 16 mois, sont morts depuis plusieurs heures. Quelle que soit la raison du suicide, comment expliquer le meurtre de ses propres enfants? Soit il s'agit d'emporter dans le mouvement suicidaire ce que le patient considère comme lui appartenir ou être le prolongement de soi, ou éventuellement dans ce mouvement qu'on qualifie d'altruiste, c'est-à-dire pour éviter une souffrance à l'enfant, elle va le supprimer. Soit il s'agit d'adresser un message au conjoint, à l'autre, en disant « je te retire, je te prends ce qui était le plus cher pour toi ». C'est le cas de cet homme qui, après avoir tué leurs enfants, laisse une lettre à son ex-femme disant qu'il lui laisse l'argent pour les plaques funéraires. Cette affaire renvoie aux 2 principaux mobiles, les 2 grands contextes déclencheurs de ce type de drame, soit un problème d'argent, soit plus souvent encore une crise conjugale. À 5h30, selon les premiers éléments de l'enquête, Cyril Liberty, un homme de 37 ans, tue ses 3 enfants de 2, 4 et 7 ans avant de tenter de mettre fin à ses jours. Sa femme court se réfugier chez une voisine qui donnera l'alerte. 45 coups de couteau parce que son épouse venait de lui annoncer son départ. Autre exemple, José l'Espagnol, pompier bientôt retraité, égorge sa femme quand elle confirme, après des semaines de tension, qu'elle le quitte. Je pense que c'était quelqu'un d'assez égocentré. Au sein du foyer familial, la place du père était relativement importante. En partant, elle mettait en péril et elle déstabilisait, si vous voulez, tout l'édifice qu'il avait créé. Ça, il ne pouvait vraiment pas l'accepter. Ça peut vous paraître absurde, mais pendant la semaine que durait le procès à Laon, je faisais la route entre Laon et Amiens, et je ne vous cache pas que cette chanson de Requiem pour un fou de Johnny Hallyday, que je l'ai écoutée vraiment en boucle, parce que je l'aimais tant que pour la garder, je l'ai tuée. Ça collait pas mal, effectivement, à cette chanson. La notion d'amour, c'est un piège, mais ça renvoie à la question du lien. Et pour toutes les personnes qui ont un fonctionnement un peu particulier, qui sont extrêmement possessifs, égocentrés, rigides, méfiants, réticents, ce lien va être le prétexte, finalement, pour maltraiter l'autre et exercer des violences ou de l'emprise. En sachant que si l'autre menace de partir, et que je considère qu'il m'appartient, qu'il est le prolongement de moi, si dans mon impasse existentielle et dans ma souffrance dépressive, je considère que je dois mettre fin à mes jours, j'emporterai ce qui m'appartient ou le prolongement de moi. Mais parfois, ce n'est pas l'amour le problème, c'est l'argent. Dans ce pavillon, une nuit de 2002, les époux Cartier, surendettés, ont décidé de se suicider et d'aller plus loin,
Dans leur désarroi, ils tentent d'emporter avec eux leurs 5 enfants en leur injectant une dose massive d'insuline. Le père, encore conscient et pris de remords, appelle les secours. La famille est sauvée, sauf une fille de 11 ans. À la télévision, Emmanuel Cartier témoigne. Une fois que j'ai pris cette décision, je me sentais comme soulagé. Et les jours d'avant, je pensais plus, c'était toujours la même chose. C'était même, j'avais l'impression d'aller vers la liberté. C'était même la belle vie, parce que pour le peu qui me restait, les enfants choisissaient leur menu, c'était vraiment la fin, quoi. Mais je me sentais heureux, ça veut dire. L'environnement déclenche l'équivalent d'une dépression chez des personnes souvent carencées, qui ont du mal à trouver des solutions. Le surendettement, c'est une violence narcissique très importante. Ce que l'on possède, c'est un peu nous-mêmes. Dans le cas des pactes suicidaires, il y a souvent un leader qui va comme ça emporter avec lui une personne qui adhère plus ou moins au projet. Donc on a toujours aussi sur le plan psychopathologique des doutes pour vraiment affirmer que l'ensemble des protagonistes étaient consentants. Voilà pourquoi Emmanuel Cartier est condamné à 15 ans de réclusion, contre seulement 9 pour sa femme. José l'Espagnol, le pompier de l'Aisne, écope de 16 ans d'emprisonnement. Beaucoup plus pour Cyril Liberty, qui a tué ses 3 enfants, 30 ans de prison. Aux assises, il y a souvent des mécanismes d'identification, vous voyez. Il y a des accusés auxquels on s'identifie plus facilement que d'autres. Il y en a d'autres où on se dit « Ah ben non, c'est pas possible, moi je n'aurais jamais fait ça ». Et là, voilà, je pense que l'identification est particulièrement difficile et ça complique la tâche des jurés pour entrer dans l'histoire, pour entrer dans la personnalité en cause. On attend des mots, on attend des explications qu'on n'obtient pas toujours. Qu'elle trouve ou non les réponses, la justice doit aussi gérer les victimes. Que faire des enfants lorsqu'ils survivent? Les proches sont-ils suivis psychologiquement? La société est-elle armée face à de tels drames? Et pourrait-elle les empêcher?